Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier webinaire Impact du DBA. C'est en effet une série de webinaires que nous initions avec à chaque fois un docteur qui présente les résultats de sa thèse et le webinaire est animé par le directeur de thèse, en l'occurrence ici le professeur Sébastien Liarté à qui je vais passer la parole. L'objectif de ces webinaires, eh bien, c'est de diffuser les résultats des thèses de DBA. En effet, pour nous, les thèses de DBA sont un pont entre le monde de la pratique et le monde universitaire, et il est important de diffuser ces résultats. Professeur Liarté, je te laisse te présenter et je te laisse animer ce webinaire. Merci, professeur Kalika. Eh bien, donc effectivement, donc je suis Sébastien Larté, donc je suis professeur à l'Université de Lorraine à Lyon-Nancy et je suis donc membre du corps professoral de BSI, dans institution dans laquelle aussi j'encadre des thèses de doctorat d'IBA. Et donc, il y a maintenant 3 ans, plus de 3 ans d'ailleurs, que le docteur Cocdu est venu me voir, où on a échangé, on a été mis en relation, car il voulait s'attaquer à une problématique qui passait un peu plus de temps sur la question des business models en radiologie. Alors, comme on le fait à BSI, eh bien, et en DBA, il a sur ce thème attaqué une thèse sur laquelle il a passé 3 ans, un peu plus de 3 ans, et auquel, voilà, à la fois une réflexion sur les questions théoriques et de les mettre surtout en relation avec la pratique et son activité professionnelle. Donc, je vais tout de suite lui céder la parole pour il va se présenter lui-même pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis présenter son travail, voilà, qu'il a réalisé, ses principaux résultats, ses réflexions, ses problématiques, et puis j'espère qu'on va pouvoir garder un peu de temps à la fin pour échanger. Si vous avez des questions, soit à travers le chat, soit vous pourrez lever la main et puis échanger directement. Vous avez désormais la parole, mon cher docteur, double docteur, triple docteur. Donc bonjour à tous, hein. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire qui est tiré d'un travail de recherche, hein. Le sujet du jour, donc quel business model en radiologie, pardon, on va le voir, la réponse n'est pas si simple que ça, il existe malheureusement pas de formule magique. Donc j'aimerais également remercier le professeur Sébastien Liarté qui a été mon directeur de thèse pour ce travail de recherche et le professeur Kalika qui m'a également beaucoup conseillé durant ces 3 ans de DBA. Je vais me présenter tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, en quelques lignes. Donc, j'occupe actuellement le poste de médecin-chef de service du département de radiologie à l'hôpital de Morges en Suisse. Et comme vous pouvez le voir, hein, j'ai un cursus médical qui est vraiment classique, hein, avec des études de médecine effectuées à l'université de Lausanne, puis à titre de spécialiste en radiologie obtenu en 2016. Là, durant mon parcours comme médecin cadre, au bout d'un moment, dans le développement de l'activité de mon service, je me suis rendu compte que j'avais atteint un plafond de verre, qu'il était difficile d'aller plus loin. Disons que l'aspect purement médical n'était plus suffisant. Donc, j'ai décidé d'aller plus loin, tout d'abord avec une première étape, donc un master en management stratégique des institutions de santé à l'Université de Genève. Et par la suite, ce fameux DBA que j'ai terminé en 2024, l'objectif était vraiment d'approfondir un peu plus les connaissances, le point de vue stratégique en radiologie, qui était vraiment important dans notre pratique au quotidien. Tout d'abord, comme pour toutes les présentations en radiologie ou en médecine, hein, on a l'habitude de faire des cas. Donc là, j'ai appelé le Right Case Management. Donc c'est un cas relativement simple. Donc on va en discuter. Je vous laisserai cogiter durant la présentation, puis on va essayer d'y répondre à la fin. Donc le cas est simple, hein. Vous voulez ouvrir un centre de radiologie dans une ville où la concurrence est féroce, par exemple Genève, où on a beaucoup de cabinets de radiologie. Quelle stratégie adopter afin d'être en adéquation avec votre époque? Je dis pas quelle est la meilleure stratégie, mais vraiment quelle est la meilleure option pour être en adéquation avec ce qui se fait actuellement.
Donc, première option, est-ce que vous allez opter pour des appareils de dernière génération, c'est-à-dire des IRM, des CT, des échographies, des mammographies de dernière génération et pourquoi pas l'intelligence artificielle? Deuxième option, vous allez engager des radiologues ultra spécialisés, pardon, dans un domaine particulier, c'est-à-dire, par exemple, l'ostéo-articulaire, l'imagerie du sein, la radiologie pédiatrique, la neuroradiologie, pourquoi pas la radiologie interventionnelle. Troisième option, vous allez plutôt miser sur une gamme de prestations complète avec l'engagement de radiologues généralistes, tout en sachant que dans certains domaines, ils seront moins performants qu'un radiologue ultra spécialisé. Quatrième option, vous allez miser sur l'accessibilité des examens, du site. Vous allez miser sur l'accueil des patients et les contacts avec les médecins prescripteurs. Bah, ou cinquième option, bah, on verra bien, je sais pas trop. Donc, je vous laisse cogiter dessus, puis on va revenir à la fin. Donc voici le sommaire de la présentation, hein, qui suit un schéma classique avec le contexte de la radiologie, le système de santé en Suisse, d'où est tiré le travail de recherche. On va discuter de quelques notions de base, la problématique managériale, le cadre théorique et la revue de la littérature, la méthodologie, les résultats de discussion, les contributions théoriques et managériales, et pour finir, les limites et futures recherches. On va rentrer dans le vif du sujet avec le contexte. Donc, ce travail de recherche est tiré d'une étude qui a été effectuée en Suisse romande. Donc, il faut absolument mettre quelques mots sur le système de santé en Suisse. Donc, c'est un système qui est fondé sur le fédéralisme, c'est-à-dire que d'un côté, on a la Confédération qui s'occupe en fait d'établir toutes les lois relatives à la santé. De l'autre côté, on a les cantons qui s'occupent de les appliquer sur leur territoire. Donc en Suisse, on a l'habitude de dire qu'on a 26 cantons et donc 26 systèmes de santé différents avec chacune leur spécificité. Deuxième particularité, c'est un système qui est hybride, c'est-à-dire qu'on a un système à la fois public et privé, donc on a l'assurance maladie qui est obligatoire, mais par contre, le patient, le libre choix de l'assurance maladie, donc il peut choisir n'importe quelle compagnie d'assurance de son choix. Ce qu'il faut peut-être retenir ici, c'est que les prix des examens radiologiques sont réglementés par l'État, par le système tarifaire qu'on appelle en Suisse le TARMED, le TARDOC à partir de 2026. Et les instituts de radiologie, en fait, ne sont pas habilités à jouer sur les prix. Si vous faites, par exemple, un scanner natif, donc sans injection de contraste, dans une même ville, pour les mêmes prestations en Suisse, normalement, le prix ne change pas. C'est le même. Concernant la radiologie de nos jours, donc on voit en 1895, hein, c'est la première radiographie qui a été effectuée, c'était sur la main de l'épouse de Monsieur Wilhelm Röntgen, donc le physicien. Et depuis, on a fait d'énormes progrès hein, avec l'avènement de l'échographie, de la radiographie standard, donc on a une qualité qui est quand même nettement meilleure qu'auparavant et également du scanner. En 2024, de quoi on est capable? Donc, on a des IRM qui vont jusqu'à 7T, donc c'est la puissance du champ magnétique. Habituellement, c'est du 1,5 ou 3 Tesla. On a également l'avènement de l'intelligence artificielle avec des programmes qui permettent de détecter des lésions dans le sein et des programmes qui sont également capables de calculer le volume, le temps de doublement des nodules pulmonaires. Bah, de nos jours, la radiologie fait partie intégrante de la médecine hein, et joue un rôle central dans le processus diagnostique et thérapeutique de multiples spécialités médicales. De nos jours, un patient qui vient à l'hôpital, c'est pratiquement impossible qu'il ressorte sans bilan d'imagerie. Concernant la radiologie en Suisse, donc en 2021, la Suisse figure parmi l'un des 5 pays d'Europe les mieux équipés en appareillage lourd, c'est-à-dire CT et IRM. Mais malheureusement, un peu comme partout en Europe, on a une augmentation des coûts de la santé. Et face à ces augmentations, donc il y a des mesures qui ont été entreprises par l'État et les cantons, avec notamment la mise en place d'une clause du besoin sur les appareillages lourds, c'est-à-dire que pour certaines régions en Suisse, comme par exemple Genève ou le canton de Vaud, il est impossible d'installer de nouveaux appareils comme le CT ou l'IRM. Deuxième limitation, donc on a une limitation des autorisations à facturer à la charge de l'assurance obligatoire des soins, donc l'AOS, c'est-à-dire qu'un médecin, on a une limitation de ce droit à facturer, ce qui limite en fait l'installation de nouveaux médecins dans certaines régions.
Troisième mesure, c'est la modification des structures tarifaires ambulatoires qu'on appelle donc TARMED. Donc on a eu on a eu de multiples modifications. La dernière remonte à 2018 et on aura une modification qui sera prévue pour 2026, donc qui s'appelle le TARDOC. Donc beaucoup de centres en radiologie soumis aux mêmes contraintes et donc une forte concurrence. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a un environnement avec beaucoup de contraintes et donc une concurrence féroce entre les différents centres. Comment se démarquer? On va essayer d'y répondre. Avant d'aller plus loin, on va aborder quelques notions de base. On va commencer avec la logique institutionnelle. Donc le terme a été utilisé la première fois par Alford et Freeland pour décrire en fait toutes les pratiques et croyances attachées à la culture occidentale moderne, donc ça reste assez flou. Scott, un peu plus précis en 2000, avec une définition de la logique institutionnelle il a défini comme un ensemble de croyances et de pratiques qui prédominent dans un champ organisationnel. Je vais prendre l'exemple qui va parler à un grand nombre d'entre vous, par exemple dans le football. Il y a 20 à 30 ans en arrière, ben, les clubs achetaient des joueurs de foot en fonction de leur performance sur le terrain. Par exemple, si on achète un attaquant, on va regarder le nombre de buts sur une saison. Donc là, on va regarder ses performances principalement. Donc on sera plutôt sur une logique professionnelle, une logique sportive. Et actuellement, ben, on achète un joueur, ben, c'est clair parce qu'il marque beaucoup de buts, mais également tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a le marketing, merchandising. Donc, on a plus cette logique également de marketing ou de marché autour du joueur. Donc, voilà un exemple pour illustrer la logique institutionnelle. La deuxième notion, on va parler de business model. C'est une notion c'est un terme qui explique comment une entreprise génère des revenus et fait des bénéfices. On va passer ensuite au business model Canva. En fait, c'est un outil de gestion stratégique qui a été développé par Hostelwader et Pigneur, donc utilisé principalement pour décrire et pour visualiser le business model. Donc voici à quoi ressemble un business model Canva. Donc ça vous le connaissez tous, hein, j'imagine, on a les partenaires clés, les activités clés. Et ce qui va nous intéresser ici, pardon, c'est les propositions de valeur. Donc proposition de valeur, c'est quoi? C'est un atout, un point fort d'un service ou d'un produit qu'offre une entreprise à ses clients. Voici quelques exemples. Si je prends par exemple l'application Uber, donc c'est une application pour commander des repas à distance. Donc c'est une application qui est rapide, simple à utiliser. Donc la simplicité de l'utilisation, c'est une des propositions de valeur d'Uber. Concernant EasyJet, donc c'est une entreprise, une compagnie aérienne avec des vols à bas prix. Donc ici, la proposition de valeur, c'est principalement des vols à petit prix. Concernant Apple avec son iPhone, donc c'est un smartphone qui est polyvalent. Donc la proposition de valeur ici, c'est un appareil polyvalent. Donc il a un design élégant, une technologie avancée qui permet de fournir de multiples applications et services. On arrive à la problématique et à la question de recherche. En fait, la problématique en radiologie, elle part de plusieurs constats. Le premier constat, c'est qu'on a une intervention qui est de plus en plus prépondérante de l'État dans le système de santé, hein, comme on l'a vu avec le TARMED, la révision tarifaire, l'AOS et la clause du besoin sur les appareils à jour. Deuxième constat concerne les différents groupes en radiologie en Suisse. Quelle est leur stratégie pour survivre avec toutes ces contraintes-là? On voit que certains ont misé sur les compétences, des compétences médicales, donc ils vont plutôt engager des professeurs, donc des gens avec des fortes compétences médicales dans un domaine particulier de la radiologie. D'autres centres ont misé sur la technologie, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt acheter des appareils de dernière génération, des scanners, des IRM, ils vont beaucoup miser sur l'intelligence artificielle. D'autres centres vont miser avec les patients, la proximité avec les médecins prescripteurs. Donc, différentes stratégies parmi tous ces centres-là. Le troisième constat concerne les pratiques médicales, hein. Donc, comme on peut le voir, on a un changement dans la relation médecin-patient. Donc, ça, c'est pas nouveau. Disons on a plus cette relation paternaliste qu'on avait il y a 20 ou 30 ans en arrière. Actuellement, un patient, on va donner un exemple, hein, il a mal à la tête. Il va regarder sur Google, donc céphalée, puis il va voir, bah, ça peut être une tumeur. Bah, pour voir une tumeur, il faut faire une IRM. Donc, il va aller voir son médecin traitant, puis il va lui dire, bah, écoutez, docteur, moi, j'ai mal à la tête, j'aimerais une IRM parce que je pense que j'ai un cancer.
Donc, ce qui a changé, c'est que le patient a accès plus facilement à l'information. Et puis ça change vraiment dans la pratique des médecins. On a également de nouvelles technologies avec l'avènement de l'intelligence artificielle. On a des machines qui sont de plus en plus rapides pour l'acquisition des images et donc une augmentation des examens. Les radiologues décrivent également une pression sur le chiffre d'affaires qui est de plus en plus marquée, hein. Une augmentation de la charge de travail, hein, pour les radiologues qui participent à un webinaire, donc vous savez de quoi je parle. On a également une pression sur la disponibilité des examens et la transmission des rapports, que ce soit de la part des médecins prescripteurs ou des patients. Voilà. Voilà. Et on arrive finalement à la problématique, donc face aux changements environnementaux et face à l'évolution de la médecine, donc tout ce qu'on a, tous ces constats en fait sont le reflet de changements environnementaux. Comment les centres d'imagerie adaptent-ils leurs propositions de valeur pour répondre aux nouvelles exigences du marché? Et comment assurer leur pérennité? On arrive à la question de recherche, hein, qui est relativement simple en fait. Donc, quels sont les impacts d'un changement de logique institutionnelle, donc tous ces changements environnementaux sur les propositions de valeur dans le business model en radiologie? L'objectif de la recherche est de comprendre la relation entre les logiques institutionnelles et les propositions de valeur utilisées dans le business model en radiologie. La revue de la littérature a mobilisé principalement trois grands concepts théoriques. Le premier concept concerne la valeur, donc on a discuté tout à l'heure avec la proposition de valeur. Deuxième concept concerne les organisations hybrides, c'est-à-dire des organisations qui sont habitées par plusieurs logiques institutionnelles qui peuvent être incompatibles, comme par exemple les entreprises durables. On a une logique de durabilité et en même temps une logique de marché qui peuvent être contradictoires. Et de ces différentes logiques, on a des propositions de valeur qui sont hétérogènes, c'est-à-dire qui sont issues de cette logique, de ces différentes logiques. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est les logiques institutionnelles, particulièrement les logiques en médecine. Donc, on a Scott et Curie qui ont décrit principalement trois périodes trois périodes médicales modernes. La première période s'étend de 1948 à 1971, qui était une période qui était dominée par la logique professionnelle, c'est-à-dire que l'objectif était principalement la qualité des soins. On offre le meilleur soin, les meilleurs soins possibles aux patients, disons, sans prendre en compte forcément tout ce qui est coût ou gestion. On a la deuxième période qui est une période qui s'étend de 72 pardon, à 1997. Donc une période qui est dominée par une logique managériale où on commence à mesurer les performances des systèmes de santé et où on a l'intervention de l'État, du gouvernement dans la régulation du système de santé. Et pour finir, on a la dernière période qui s'étend de 1998 à aujourd'hui, dominée par la logique de marché où la stratégie est vraiment centrée sur le patient et sur le choix du patient dans les différents traitements qui lui sont proposés. De cette revue de la littérature, on arrive aux hypothèses de recherche. Donc la première hypothèse de recherche est que les propositions de valeur en radiologie sont issues de multiples logiques institutionnelles, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une seule logique, mais plusieurs au sein de la radiologie, et que les propositions de valeur qui sont issues de ces différentes logiques elles peuvent se combiner, être complémentaires, ou soit au contraire être incompatibles et créer des tensions. Concernant la méthodologie de recherche, c'est une démarche qui est hypothético-déductive, donc avec un design qualitatif. Je vais vraiment passer rapidement là-dessus. C'est pas, je pense, c'est pas le plus intéressant pour vous. On a fait des collectes de données avec des données primaires et secondaires. Donc les données primaires concernent des entretiens semi-directifs avec des radiologues et des techniciens en radiologie, donc des TRM, avec un rôle de gestion ou managérial. Les données secondaires concernent des revues spécialisées en radiologie, principalement anglo-saxonnes. Pour les radiologues, donc vous connaissez, hein, c'est Radiologie, Radiographics, etc., etc. Des revues médicales également suisses et des revues de presse en Suisse. Et on a analysé tout ça par codage, c'est-à-dire qu'on va attribuer un code à un segment de texte. Donc en fait, c'est pas très compliqué, c'est assez simple.
Si je prends par exemple l'interview ici le radiologue numéro un, ben lui va dire dans notre institut, plus important, c'est l'accueil du patient et le patient doit se sentir en sécurité. Donc ces deux bouts de texte-là correspondent au code satisfaction du patient. Et il dit également, bah, le plus important, c'est également d'avoir un rendez-vous rapidement. Donc ici, rendez-vous rapidement, donc ça correspond au code accessibilité aux examens. Le deuxième radiologue, lui, va dire, bah, le plus important pour moi, c'est de mettre rapidement les résultats au prescripteur parce que c'est important pour la prise en charge du patient. Donc là, on a le code satisfaction du médecin prescripteur. Il dit également, le diagnostic doit être surtout précis. Donc là, le code médecine de qualité. Donc voilà à quoi on arrive. On est parti avec 87 codes initiaux qui ont été générés par voie déductive et inductive. Pour finir, on arrive à 22 codes rationalisés, c'est-à-dire qu'on a supprimé on a fusionné les codes avec des thèmes similaires, on a supprimé des doublons, des codes qui n'ont pas été utilisés. Et ces 22 codes rationalisés ont été répartis en 5 thèmes. Donc voici les 5 thèmes. On a le premier thème qui regroupe tous ces codes qui sont en fait des propositions de valeur, donc logique professionnelle, avec par exemple compétences et prestations radiologiques de qualité, les sous-spécialités en radiologie, la recherche et innovation et appareillage de dernière génération. Deuxième thème, on avait toutes les propositions de valeur en lien avec la logique de marché, c'est-à-dire stratégie axée sur le patient, stratégie axée sur le prescripteur, stratégie de collaboration, réactivité, rapidité du secrétariat, pardon. Troisième thème, logique managériale, c'est-à-dire tout un code, là, ici, stratégie axée sur l'optimisation des ressources, augmentation de la charge de travail. Et les thèmes 4 et 5 concernent les conflits stratégiques et alignement stratégique. On va revenir un peu plus tard là-dessus. Et la dernière étape consistait à relier tous ces thèmes aux hypothèses de recherche afin de les affirmer ou les infirmer. Et on peut voir que pour l'hypothèse numéro 1, donc les propositions de valeur en radiologie sont issues de logiques institutionnelles différentes. Donc là, on voit qu'on a les trois logiques, donc logique professionnelle, de marché et managériale. Pour la deuxième hypothèse, donc, les propositions de valeur issues des différentes logiques peuvent se combiner, être complémentaires ou au contraire être incompatibles. Ça correspond, par exemple, pour tout ce qui est compatibilité à l'alignement stratégique. Concernant les incompatibilités, ça concerne en fait tout ce qui est au thème conflit stratégique. On va revenir un peu plus tard là-dessus. Voilà, pour la première hypothèse, lorsqu'on s'attarde un peu sur les fréquences de codage, on peut en fait s'apercevoir que la logique de marché arrive en première position avec 809 citations, suivie de la logique professionnelle avec 480 citations, et pour finir, la logique managériale avec 234 citations. Donc là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on peut voir en fait que la logique est dominante à l'heure actuelle en radiologie, c'est la logique de marché suivie de la logique professionnelle. Concernant les propositions de valeur, celles qui peuvent être compatibles ou être incompatibles, si on commence avec les incompatibilités, on peut voir qu'elles ont toutes comme dénominateur commun les propositions de valeur qui sont issues de logique professionnelle. Ici, le grand classique, donc les radiologues ou les managers en radiologie, ça vous avez sûrement vécu, c'est les prestations radiologiques de qualité qui suivent une logique professionnelle, c'est-à-dire qu'on veut vraiment faire des examens de qualité, des rapports de qualité versus productivité. C'est clair, si vous donnez à un radiologue 10 examens, 10 scanners à voir en une journée, il va fournir une bonne qualité. Si vous augmentez le nombre d'examens à 20, à 30, là, la qualité, elle va baisser. Donc ça, c'est un grand classique. Essayer de pouvoir augmenter la cadence des examens tout en fournissant une qualité qui soit bonne, quoi. Donc ça, c'est un grand classique. Concernant les points de complémentarité, on voit qu'on a pas mal de synergie entre les propositions de valeur issues de logique professionnelle et de marché. Le grand classique, c'est les centres de compétences. Les centres de compétences, c'est quoi? C'est par exemple le centre du sein pour les radiologues, vous connaissez, hein. C'est des colloques pluridisciplinaires où on réunit en fait tous les spécialistes pour le traitement du cancer du sein, c'est-à-dire on a le radiologue, le radio-oncologue,
le gynécologue, le généticien, et dans ces colloques-là, on discute en fait des différentes pathologies des patients pour tout ce qui est cancer du sein. Donc d'un côté, on a une logique professionnelle avec tous ces spécialistes-là dont le but est de fournir une prestation de qualité, et en même temps, ben, on regroupe tous ces spécialistes, donc ça facilite l'accès aux soins pour les patients et pour le médecin prescripteur. Donc disons pour lui, on l'allège de toutes ces démarches administratives à devoir référer ce patient, enfin sa patiente aux différents spécialistes. Donc voilà, concernant les contributions théoriques de ce travail de recherche, il contribue en plusieurs points. Donc on a une contribution à la littérature sur les propositions de valeur en radiologie. On a une meilleure compréhension des logiques institutionnelles dans le secteur de la radiologie. Et on a une meilleure compréhension en fait des propositions de valeur dans des environnements à logique hybride, que ce soit en radiologie ou en médecine, comme on l'a vu tout à l'heure avec les points de complémentarité ou de tension entre ces différentes propositions de valeur. Concernant les recommandations managériales, donc on en a à plusieurs niveaux, au niveau étatique et cantonal. Donc pour nos politiques en tout cas, il est important de comprendre que la radiologie, c'est vrai que la radiologie coûte cher, mais on a quand même des économies potentielles, notamment lorsqu'on a des diagnostics précoces pour des cancers qui sont encore à un stade curable, ce qui permet d'avoir des traitements qui sont moins coûteux et moins lourds pour le patient. Au niveau du champ organisationnel de la radiologie, au niveau de la profession de la radiologie, là, il est important de comprendre qu'on a plusieurs logiques institutionnelles en radiologie, de comprendre les propositions de valeur, qu'on a un effet synergique où peut avoir des tensions. Et pour le radiologue, là, il est important d'avoir une vision d'ensemble du patient, de ne plus être ce qu'on appelle un consultant de docteur à docteur. Du point de vue des hôpitaux et des instituts de radiologie, là, il est important de comprendre en fait les besoins des clients, hein, que je mets bien en guillemets, c'est-à-dire les prescripteurs ou les patients. Et ça va conditionner en fait le choix de vos radiologues. Est-ce que vous allez prendre plutôt des radiologues généralistes ou des radiologues sous-spécialisés? Il est important de comprendre également l'avantage des centres de compétences, comme par exemple le centre du sein, de la prostate ou des cancers du rectum. Et malgré tout, malgré qu'on soit dans une logique de marché qui prédomine, il est important de maintenir une médecine, une radiologie de qualité qui est quand même le cœur de notre métier. Du point de vue du médecin et du radiologue, là, il est important, disons, d'intégrer certaines pratiques qui sont liées à des propositions de valeur, donc issues de logiques de marché dans la pratique au quotidien. Et encore une fois, pour le radiologue, d'avoir une vision d'ensemble du patient dans sa pratique au quotidien. Concernant les limites et les futures recherches possibles, si on commence avec les limites, donc on a vu que la revue de la littérature était principalement basée sur des articles anglo-saxons et issus du Royaume-Uni et des États-Unis. Donc on peut se poser quand même de la question de l'applicabilité de certains concepts en Europe, en Suisse ou en France. On a également un problème d'échantillonnage, hein. C'est vrai que l'échantillon qui a été pris pour cette étude-là concernait des radiologues en Suisse romande. Donc, on peut se poser la question de la généralisation des résultats. Et lorsqu'on fait une étude, ben, on a toujours des biais, hein, avec l'échantillon. Et ici, le chercheur, pour être honnête, moi, j'avais quand même pas mal d'a priori sur l'intelligence artificielle. Donc, on peut se poser la question, est-ce que ça a modifié quand même le codage? Concernant les futures recherches possibles, comme on l'a discuté tout à l'heure, hein, peut-être une étude à plus large échelle pour pouvoir généraliser les résultats et les recommandations. Une étude sur la plus-value des radiologues généralistes, hein, pour les radiologues. Donc là, vous le voyez tous, on est dans une ère vraiment d'ultra spécialisation. On a de plus en plus de radiologues qui veulent vraiment se spécialiser, se sous-spécialiser. Moi, j'ai beaucoup d'internes, hein, qui viennent chez moi, qui me disent, bah, moi, je veux faire que de l'imagerie du sein, je veux faire que de l'ostéo-articulaire, le reste, ça m'intéresse pas. Disons que pour moi, je leur dis toujours, ben, avant de courir, je pense que c'est important d'apprendre à marcher. Disons que le rôle du médecin, du radiologue généraliste est vraiment important, à l'instar du médecin de famille qui joue un rôle crucial dans le système de santé actuel. Une autre voie de recherche concerne la juridicisation de la médecine. Donc, on l'a tous senti, on a cette tendance à vouloir se protéger de tout ce qui est procès, plainte pénale ou
civile, etc. Donc on sent qu'on arrive hein, un peu à cette nouvelle logique qui commence à s'installer en médecine, qui est la logique peut-être juridique. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à faire, des recherches à effectuer dans ce domaine-là. Et le dernier thème, dernière recherche qui moi m'intéresse particulièrement, même si j'ai des réticences avec l'intelligence artificielle, c'est de faire déjà de voir un peu tout ce qui se fait actuellement. Est-ce que c'est un mythe ou réalité? On entend souvent, bah, l'intelligence artificielle va remplacer le radiologue. Moi, personnellement, j'y crois pas trop. Et de voir cette intelligence artificielle, pardon, dans la création de nouvelles valeurs en radiologie et son impact, en fait, sur le business model classique en radiologie. Pour répondre à la question du webinaire, donc, quel business model en radiologie? Donc, comme on l'a vu, hein, c'est pas si simple que ça. Donc, il est important, premièrement, de connaître son environnement, connaître ses prescripteurs. Est-ce qu'on a plutôt des généralistes, des médecins, spécialisés? Il faut être en adéquation avec son temps, je dirais, et puis intégrer, disons, des propositions de valeur qui sont issues de la logique de marché, tout en maintenant une médecine de qualité, donc une logique professionnelle qui reste quand même le noyau de la profession, et connaître les propositions de valeur qui sont compatibles ou incompatibles. Notamment créer des collaborations dans le cadre par exemple le centre du sein, donc des propositions de valeur ici qui sont compatibles. Alors si on veut répondre au cas ici, donc je dis pas que la réponse sera la meilleure réponse possible, mais disons si on veut être en adéquation avec notre époque, donc je pense que vous l'avez tous vu, hein. La meilleure option ici, ce serait de miser en fait sur l'accueil des patients et les contacts avec les médecins prescripteurs. Donc ça, c'est la meilleure option, disons, pour être en adéquation avec notre époque. Je dirais pas que c'est la meilleure option. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors c'est vrai que c'est pas évident de résumer 3 ans de travail en moins d'une demi-heure si on enlève la Ouais. présentation. Mais voilà, on a réussi à arriver au bout du voyage et donc avec cette problématique posée en début. Alors peut-être, je ne sais pas si on a quelques une minute ou deux, si vous avez les participants souhaitent poser une question. Bon, l'idée du webinaire, c'est aussi de rentrer en contact avec le sujet et de rester en Mhm. contact avec l'auteur du travail également, hein. Et d'ailleurs, j'en précise pour le dire que cette thèse a été publiée sous la forme d'un livre qui est encore disponible. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer, à lire et à rester en contact avec l'auteur. Mais si peut-être soit à travers le chat ou si en levant la main, il y a une question vraiment sur laquelle vous n'êtes pas, voilà, si une question qui viendrait. Alors, Michel, Moi, bien sûr que tu as la parole. oui, non, mais j'ai une question. Est-ce que docteur, est-ce que ça a changé les pratiques dans votre cabinet? Et comment est-ce que vos collègues ont accueilli les résultats? Alors, moi j'en ai parlé à mes collègues, c'est clair. Bon, l'accueil était plutôt bon, hein. C'est clair qu'actuellement on a des projets de développement dans notre service. Et moi, pour le développement, ben, je me suis pas mal basé sur mes travaux de recherche et je me rends compte que c'était vraiment utile, hein. Je vous donne l'exemple. On est dans une région où il y a vraiment beaucoup de concurrents, d'autres centres qui font. Nous, on est spécialisé en imagerie du sein. Et lorsque bah, le prescripteur ou le patient appelle pour un rendez-vous, si on a un délai qui dépasse 2 à 3 semaines, le patient il va ailleurs. Et c'est vraiment un peu le nerf de la guerre. Donc nous, on essaye d'augmenter les plages pour offrir plus de disponibilité. Donc oui, ça m'a clairement beaucoup aidé et ça a été compris d'ailleurs par mes collègues et bien accueilli, quoi. Mhm. J'ai une deuxième question. Je vous sens réticent sur le potentiel de l'intelligence artificielle dans votre secteur. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un moyen pour augmenter ben, la productivité du radiologue en termes d'interprétation de résultats? Et Alors est-ce que disons, c'est, pardon, et est-ce que c'est pas ouais. déjà le cas, puisque quand on fait des analyses aujourd'hui, on commence à avoir des commentaires qui sont produits par intelligence artificielle? Oui, alors moi disons, je suis plutôt réticent pour des questions juridiques parce que le jour où disons
qu'une machine vous fera un diagnostic, elle vous fera un cancer. Parce qu'on dit souvent, oui, on n'a plus besoin de radiologue. Mais si une machine vous donne le diagnostic d'un cancer, qui va valider derrière? Du point de vue juridique. S'il y a une erreur médicale ou des choses comme ça, moi, je pense plutôt que l'intelligence artificielle est plutôt une aide au diagnostic. Disons, elle va repérer les lésions, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'images à analyser. Mais pour moi, ce sera toujours au radiologue d'avoir Mhm. le dernier mot. Donc, de valider ou d'invalider ce que la machine a cerné, quoi. Mhm. Je pense qu'il y a une ouverture pour une nouvelle thèse BSI Exactement. sur la question de l'intelligence artificielle dans la médecine et effectivement dans la radiologie en particulier, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui Mais reste ouvert, disons, hein, qui mais pose. disons que pour monsieur tout le monde, l'intelligence artificielle, c'est que médical. Et puis la plupart des radiologues pensent aussi, c'est vraiment l'intelligence artificielle, c'est que l'utilisation dans le médical. Mais disons, enfin, dans le but diagnostic. Mais ça aide pas mal dans d'autres domaines de la radiologie. Par exemple, pour redistribuer les examens, pour améliorer la qualité des images. Disons que c'est pas purement diagnostic. Et puis ça, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment intéressant à étudier. Donc voir vraiment tout ce que l'intelligence artificielle fait en radiologie, et puis faire un tri là-dedans, et puis voir vraiment l'impact que ça peut avoir sur le business model, sur la pratique au quotidien. Donc ça, c'est clair, c'est intéressant. Ça peut être un deuxième, comme vous le dites, un deuxième thème de recherche. Bien, très bien. Docteur, il y a une question sur le chat. Oui. Euh, le retour de l'intelligence artificielle diagnostique doit-elle être partagée avec le médecin prescripteur et le patient au même type que le rapport? Ah oui, alors normalement, oui. Alors je sais qu'il y a certains cabinets de radiologie qui font pas mal d'intelligence artificielle. Et ce qu'ils envoient souvent, c'est, je vous donne l'exemple d'une simple radio où il y a une fracture. Ben, le programme va encadrer la fracture et le rapport. Donc dans le rapport, il y aura fracture, etc., etc. Mais l'image est également envoyée au médecin prescripteur. Donc théoriquement, oui, c'est partagé avec le prescripteur. Bien. Une question, Pierre, Pierre Wader, vous levez la main. Allez-y, posez votre question, ouvrez votre micro et posez directement votre question. Voilà, Le micro est ouvert. on ne vous entend pas. On vous voit. Mais si vous voulez, vous pouvez poser la question par le chat. Mais apparemment, on vous entend pas. Euh, Votre micro ne doit pas être activé. euh, non, je ne sais pas. Alors, Ah, vous êtes en attendant que la question soit posée, vous êtes sur un sujet qui est quand même assez spécialisé et j'ai été oui, très surpris d'apprendre que l'ouvrage que vous avez sorti, tiré de ouais, votre thèse, ben, ouais, connaissait un relatif succès. L'éditeur en était très très content. ouais. Comment vous expliquez ça? Bah alors moi je pense, si on regarde tout ce qui est publication en radiologie, les gens sont fixés purement sur le médical. Disons, soit ils vont publier sur un thème purement médical, comme les publications en imagerie osseoarticulaire, toutes les recherches là-dessus, l'imagerie du sein, la neuroradiologie, etc. Mais disons, moi, ce que j'ai pu voir, personne n'a pensé à faire le lien entre radiologie et sciences de gestion. Mhm, Et moi, de ce que j'ai pu voir, c'est l'un des seuls bouquins qui parle vraiment des deux thèmes, qui met en relation les deux thèmes. Moi, d'où m'est venue l'idée, c'est que d'un côté, j'avais envie de créer de la connaissance en radiologie. mhm, Et où je suis actuellement, on n'est pas un centre de recherche, on n'est pas un centre universitaire. Puis je me suis dit, bah, je me suis réfléchi sur à quelles données j'ai accès. Et dans mon institut, en fait, où je travaille, on est très axé sur le développement, la stratégie, des choses comme ça. Donc je me dis, c'est parfait. Donc pourquoi pas utiliser puis mettre en pratique tout ce qui est les outils en sciences de gestion pour développer, faire le lien entre radiologie et sciences de gestion. Je prends toujours de l'image du chercheur d'or. Bah, le chercheur d'or, bah, s'il est assis sur une montagne d'or, bah, il dit bah c'est super, génial. Bah, c'est de l'or que je cherche.
Un jour, il va être assis sur une montagne de cobalt, il va dire, mais moi, ça me sert à rien. Moi, le cobalt, ça m'intéresse pas. Mais il suffit qu'il change son mindset, il va dire, mais avec le cobalt, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire des batteries, je peux faire je sais pas moi, des semi-conducteurs, plein de choses. C'est la manière de réfléchir, comment exploiter les données. Et puis ça, je Mhm. pense, ça, c'est important. Parce que si tout le monde D'accord. est axé sur recherche médicale, euh, pour se démarquer, c'est assez difficile, quoi. Alors là, c'est en lien, votre réponse est en lien avec la prochaine question. Comment jugez-vous l'impact du prescripteur versus du patient dans le choix du centre de radiologie pour effectuer l'examen? Ouais. Alors en général, c'est vrai que c'est plutôt d'un point de vue médico-légal, bah, c'est toujours le patient hein, qui a le libre choix. Il peut toujours choisir où il veut aller, mais en général, c'est clair qu'il a aucune idée. Hein. C'est comme si moi vous me Hmm. dites, je sais pas, je vais acheter, je vais mettre des panneaux solaires, mais je connais rien du tout. Donc il est quand même conditionné par le choix du médecin prescripteur. Hmm. Et puis là, c'est à nous de faire le lien avec le médecin prescripteur, de discuter avec, de voir ce dont il a besoin. Donc vraiment se centrer sur les besoins du prescripteur, quoi. Bon, je me permets un lien parce que c'est en rapport avec votre thèse hein, sur les logiques, mais est-ce qu'il n'y a pas, et sur les business models, quelque chose qui est en train maintenant d'évoluer? On voit des centres de radiologie, enfin du moins en France, mais j'imagine que c'est à peu près la même chose chez vous, Mhm. ou qui commencent à communiquer. Alors la communication médicale est compliquée, mais on voit des sites institutionnels, on voit tout communique, hein, on voit des lieux qui ont l'air très où on communique sur le fait que c'est facile de s'y rendre, qu'il y a tous les types d'examens possibles, qu'il y a des parkings très accessibles. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est aussi qui est en train de voilà d'évoluer pour expliquer enfin pour que qui vise à avoir des patients de plus en plus clients quoi en fait hein, si on change Ouais, de logique institutionnelle. oui, mais c'est un peu ça. Donc, on le voit tous les jours. Hein. Si on a un patient où doit chercher une demi-heure sa place de parc, il va venir une fois, mais deux fois, il va pas venir. Par contre, si bah, il voit que l'accueil, les secrétaires, le personnel est super sympa, il y a un accès qui est facile, c'est facile à s'y rendre. Il voit le radiologue lorsqu'il fait l'examen, quand il passe par exemple une échographie qui est sympa, qui lui explique les choses, il aura un bon feedback et va revenir. Donc clairement, on est en train d'être sur une logique de marché où on vise en fait à satisfaire le patient, lui faciliter l'accès aux soins, quoi. Oui, parce qu'on voit, on part avec une belle pochette, avec le nom du centre. Exactement, ça, c'est un peu ça, c'est pas mal on va dire, de cosmétiques. Oui. Ah, c'est rajouté, dans quelle mesure allons-nous assister à des modèles intégrés privés comprenant sur un centre prescripteur et centre d'imagerie? Hmm. Ah, c'est-à-dire, vous voulez dire des centres où on a tout en un. Ça, je sais Ouais, pas. Hmm. les Hmm. médecins, C'est un peu ça, ouais, ouais, les ouais. centres de santé, oui. Alors, moi, j'en connais. Moi, je connais plutôt, c'est plutôt les cliniques privées où on a ça, Hmm. mais où on a purement que des cabinets médicaux, pas trop à ma connaissance, mais c'est vrai que c'est en train de plus en plus se développer. On voit dans la communication sur les réseaux sociaux de cliniques privées où ils présentent toute l'équipe, par exemple, pour le centre du sein ou des choses comme ça. On présente en fait tous les intervenants, toutes les spécialités. Donc, c'est clair, ça regroupe toutes les spécialistes. Donc, pour le patient, c'est plus simple. Disons, on a tout sur un lieu. Et je pense à l'avenir, ça va se faire de plus en plus, quoi. Oui. J'ai pu observer cette évolution dans un pays européen, notamment au Portugal, où les hôpitaux privés ont à la fois les médecins généralistes qui prescrivent les examens. Et vous Mhm. allez voir le généraliste et 15 minutes après l'examen du généraliste, vous avez votre rendez-vous, quelquefois immédiatement, pour les examens complémentaires, radiologie ou autres. Ouais, 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 ouais. Donc ça, c'est C'est clairement une, une plus-value actuellement, quoi. ouais, c'est une forme Aussi. d'intégration, hein, c'est Ouais, une forme d'intégration, c'est-à-dire que le prescripteur appartient à la même structure. ouais, ouais, ouais. Bon, ça, c'est une plus-value pour le patient. Disons qu'il n'y a pas de temps mort. Ouais, je me C'est dis, ça. je suis à la place du patient. On me dit qu'il y a quelque chose qui serait potentiellement grave et puis je dois attendre 2 à 3 semaines pour un rendez-vous. Hum, hum, Je vais hum. aller voir ailleurs. Je vais voir un autre centre. J'hésiterai pas, quoi. Bien. Bien. Bien, ben, si jamais il y avait une dernière question, mais et Eh bien, sinon, bien on sûr, je avait. vous invite à rester en contact
avec notre intervenant, avec BSI, enfin voilà, avec le livre, donc qui fait ce lien. Et effectivement, comme il l'est rappelé, enfin, comme il l'est dit dans le chat, merci pour cette présentation. Et puis, pour son cheminement, alors je compléterai, c'est vrai que le succès du livre, moi je me disais aussi que peut-être on est dans un environnement, une population qui est habituée à lire et à lire des travaux scientifiques, quelle que soit la forme, et de vouloir se Exactement. documenter et de vouloir aller à la source. Mhm. Et peut-être aussi que vos collègues ou autres, alors je n'ai pas qui sont les lecteurs, mais je me dis que ça peut être des personnes dans l'environnement de De la santé radiologie, il y en médicale, a et il beaucoup, y a ouais. quand même une appétence pour la lecture et puis Ouais, une habitude de la lecture scientifique aussi. ouais. Alors, j'ai une dernière question, si je peux. Oui. C'est est-ce que les résultats sont transposables sur d'autres marchés, le marché français, d'autres pays? Alors, Alors, moi, je pense que oui, disons, les critères principaux, c'est que les prix sont les mêmes partout. Je pense en France, c'est un peu comme ça. Les prix sont les oui. mêmes. Pour un examen, normalement, on n'a pas de différence. Et puis, il faut qu'il y ait une notion de concurrence. C'est-à-dire, si vous avez ces deux notions-là, je pense que tous ces principes-là, ces notions-là sont applicables, dans n'importe quel système. Bon, ben, vous n'avez plus qu'à traduire votre livre en anglais. Alors, Ah, ça voilà. serait pas mal, alors. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, Merci, ben, merci merci à tous les beaucoup. Merci à participants et tous. merci à ceux qui Merci. visionneront en replay. Allez, au revoir. Merci, au Au revoir. revoir et Merci. merci. Au revoir. Au revoir.